modèle néerlandaise star des années 1990, est souvent qualifiée de première lanceuse d'alerte sur le réseau Epstein. En octobre 2001, lors d'une interview enregistrée pour l'émission française Tout le monde en parle, Thierry Ardisson, elle a accusé, en larmes, des personnalités puissantes, politiciens, hommes d'affaires, membres d'agences de mannequins comme ou élites, et même un membre d'une famille royale européenne, le prince Albert de Monaco selon des rapports, d'abus répétés et d'exploitation. L'interview, jugée trop risquée juridiquement, n'a jamais été diffusée et a été effacée. Peu après, sa carrière s'est effondrée, écrasée par l'industrie, placée sous médicaments psychiatriques et internée, elle a disparu de la scène publique. Une ancienne mannequin suédoise, Ebba Karlsson, aujourd'hui âgée de 56 ans, a porté plainte à Paris pour viol contre un homme qu'elle dit avoir identifié dans les dossiers liés à Jeffrey Epstein. Elle accuse Daniel Siad, un recruteur de mannequins, de l'avoir agressée en 1990 alors qu'elle avait 20 ans. À l'époque, il l'aurait approchée dans la rue à Stockholm en lui promettant un travail de mannequin à Monaco. Une fois sur place, les promesses ne se concrétisent pas et il l'aurait isolée, avant de tenter de l'embrasser de force puis de la violer. Elle raconte également avoir été mise en contact avec des figures importantes du milieu du mannequinat, notamment Gérald Marie, qu'elle accuse aussi d'agression sexuelle, plainte déposée en 2020 mais classée pour prescription, et avoir été témoin de pratiques abusives impliquant de jeunes mannequins. Ce n'est que récemment, en consultant les documents liés à l'affaire Epstein, qu'elle affirme avoir formellement reconnu son agresseur. Elle porte désormais plainte pour viol et traite des êtres humains, espérant qu'une enquête permettra d'identifier d'autres victimes. Alors le mode opératoire décrit par toutes ces femmes, c'est le même. Il va les inviter à son domicile parisien, leur proposer un verre et elles décrivent toutes un blackout. Elles se réveillent quelques heures plus tard après avoir subi un viol aux côtés de Jean-Luc Brunel. On a vraiment ce schéma qui est tout à fait identique dans la bouche de chacune des victimes qui ne se connaissent pas. Elles sont étrangères ? Alors elles sont toutes étrangères à l'exception de cette jeune femme qui l'accuse de fait de harcèlement sexuel. Sinon, elles sont toutes de nationalité étrangère et c'est aussi un point important puisqu'on s'aperçoit que la victime est choisie aussi du fait de son état de vulnérabilité, pas de connaissances sur le territoire français, pas d'attache, pas de famille et donc un isolement qui facilite le passage à l'acte. Et souvent très jeune, parfois mineur. Et souvent très jeune, effectivement, parfois mineur. Alors, il a donc été mis en examen, il a été incarcéré et il s'est suicidé, vous le disiez, en prison en 2022. Il n'avait jamais avoué quoi que ce soit. Jean-Luc Brunel n'a jamais reconnu les faits, il a toujours nié intégralement les faits pour lesquels il était mis en examen et il mettait même en avant ce qu'on voit souvent comme défense, c'est-à-dire un complot, une concertation entre toutes ces femmes et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'elles ne se connaissaient pas, elles étaient de nationalités différentes, elles ont été victimes à des périodes différentes et pourtant un unique mode opératoire qui apparaît dans leurs déclarations. C'est important de rappeler que le volet français portait en réalité sur deux infractions, à la fois des faits de viol commis par Jean-Luc Brunel et des faits de traite d'êtres humains pour lesquels Jean-Luc Brunel n'était pas mis en examen. Il était uniquement placé sous le statut de témoin assisté. La justice avait considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Alors évidemment, ce statut aurait pu évoluer, mais il est décédé avant février 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen de relancer cette enquête ? Alors à mon sens, l'enquête peut être relancée si jamais on parvient à identifier des co-auteurs et donc avec notamment des plaintes contre personnes dénommées. C'est le cas, vous le disiez en introduction, d'Ebba Karlsson qui dépose cette plainte contre Daniel Siad. Il peut y avoir une ouverture d'enquête sur ces agissements. C'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines. Je suis choquée et aussi un peu libérée en fait. Je ne savais pas exactement qui il était. Alors ça me donne beaucoup de plaisir de savoir qu'il est encore vivant. Il m'a recruté en Suède pour devenir mannequin. Il m'a demandé si je voudrais prendre un travail à Monaco. Il m'a proposé de venir en France. Et oui, à mon arrivée, il n'y avait pas aucun travail pour moi. Et il m'a violée. Je me sentais dégueulasse et il m'a dit qu'il pouvait me tuer en fait. C'était vraiment difficile. S'il y a encore des victimes qui ne sont pas connues, qui sont peur pour parler,
c'est vraiment important, toutes les personnes qui savent quelque chose, qu'elles parlent. Anne-Claire Lejeune, vous aviez déjà entendu parler, vous, de ce Daniel Siad ? Alors, Daniel Siad, il avait effectivement été mis en cause par des femmes de manière anonyme comme étant le recruteur présumé d'Epstein. Alors, c'est pas vraiment le terme, en réalité, un des recruteurs présumés d'Epstein. Mais effectivement, on avait déjà entendu ce nom-là. Et là, on le voit de nouveau dans les publications récentes. On voit qu'il y a eu des échanges qui montrent qu'il présentait de jeunes fans à Epstein. Alors, le débat va porter sur la connaissance qu'il avait ou non de l'exploitation sexuelle qui était ultérieure, absolument. Des témoignages graves, un possible réseau d'exploitation, et une volonté de justice tardive alors que certains membres du gouvernement seraient concernés. Pour Yael Braun-Pivet, aucune enquête. Circuler, y a rien à voir. Vraiment.